Comment enseigner, comment diffuser le savoir? On va en parler avec vous. François Tadei, bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur du CRI, Centre de recherche interdisciplinaire à Paris. En créant le CRI, vous vous êtes donné pour mission de changer le curseur de l'enseignement. Apprendre autrement, c'est apprendre comment? Disons que traditionnellement, on est en compétition les uns avec les autres sur les savoirs d'hier. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut apprendre à coopérer sur les défis d'aujourd'hui pour construire le monde de demain. Alors, vous mettez déjà un petit distinguo, les savoirs d'hier. En compétition avec les savoirs d'hier, ça veut dire quoi aujourd'hui? Il y a des savoirs, de nouveaux savoirs? Il y a besoin de résoudre des défis ouverts. Et ces défis ouverts, personne n'en a la réponse. Donc ils ne sont pas dans les savoirs d'hier, que ce soit le défi de la pandémie, que ce soit le défi climatique ou tous les défis sociétaux dont vous avez très bien parlé aujourd'hui même. On voit bien qu'il y a besoin d'inventer de nouvelles solutions. Et ça, il va falloir le faire collectivement. Il va falloir le faire en mobilisant des disciplines différentes qui vont pouvoir converger pour essayer d'apporter des solutions à nos défis communs. Alors, la convergence des savoirs, c'est ce que vous avez mis en place au sein du CRI. Les cours sont articulés comment, du coup? Est-ce que ce sont des cours par discipline, par thématique? Comment ça fonctionne? Comment les étudiants travaillent au CRI? Il y a quelques cours par discipline qui sont plus des cours d'introduction. Mais très vite, on part sur des projets et sur des défis. On invite les étudiants à s'interroger sur la ville, sur le développement durable, sur le changement climatique, sur la crise de la biodiversité. Et on leur demande d'essayer d'imaginer des solutions à leur échelle, en collaborant entre eux venant de disciplines différentes, en collaborant avec des chercheurs de disciplines différentes et en collaborant éventuellement avec des autres étudiants à travers le monde. Donc, ils sont véritablement acteurs au sein du CRI. C'est les cours, il n'y a pas vraiment de cours dans le sens classique du terme. Ils mettent en œuvre des propositions innovantes. Le but, c'est d'apprendre par la recherche. C'est-à-dire qu'on doit apprendre en étant à la recherche de solutions et on doit s'appuyer sur les savoirs d'hier qui sont disponibles. Mais plutôt que de tous les apprendre avant d'avoir le droit de se poser une question un jour, on commence par se poser des questions et on acquiert les savoirs au moment où on en a besoin. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Apprendre au XXIe siècle » aux éditions Calment-Lévy. Donc vous pensez que l'enseignement tel que c'est pratiqué aujourd'hui n'est pas à la hauteur des défis qu'on doit relever collectivement. D'où est parti ce constat? Comment vous en êtes arrivé à ça? C'est venu, j'ai beaucoup appris de mes élèves et de mes étudiants et de mes enfants. Mais quand mon fils a eu 6 ans, il est arrivé à l'école et sa maîtresse me dit « Il est charmant cet enfant, mais il pose des questions ». Et je leur ai dit que c'était une maladie génétique dans la famille, on aimait se questionner. Mais assez fondamentalement, depuis ce jour-là, je questionne un système éducatif. Parce que je pense que dans un monde où on n'a pas le droit de se questionner alors qu'on va collectivement droit dans le mur, ça ne peut pas durer. Donc on a besoin de repenser ça. Et Socrate l'avait déjà dit, donc il y a des choses qui ne sont pas si originales que ça. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les machines apprennent. Moi, j'ai été sélectionné sur ma capacité à mémoriser et à calculer. Honnêtement, les machines mémorisent et calculent beaucoup mieux que moi. Et beaucoup mieux que n'importe quel être humain. Donc on a besoin de développer de nouvelles compétences. Mais alors justement, comment peut s'actionner l'intelligence humaine avec l'intelligence de la machine? Depuis le 19e siècle, avec la révolution industrielle, on mise sur la machine comme moteur du progrès. Aujourd'hui, ce sont plutôt les nouvelles technologies, la révolution numérique. Comment on peut combiner ces deux intelligences? Je pense que ce qu'il faut, c'est pas se mettre en compétition avec la machine. Ce qu'il faut, c'est apprendre à faire des choses avec la machine et à coopérer entre humains et machines. Et si on est capable, il y a des défis qu'on ne saura pas résoudre seul. Par exemple, aux échecs, les meilleures parties sont aujourd'hui jouées par des humains qui jouent avec des machines contre d'autres humains ou d'autres machines, mais c'est la combinaison humain plus machine qui fait le succès. Alors, vous avez, vous aussi, vous portez une réflexion sur la transmission du savoir depuis, vous parliez de l'Antiquité grecque jusqu'à aujourd'hui. Comment ce savoir s'est transmis au fil des siècles? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, comme enseignement? Alors d'abord, notre mode scolaire aujourd'hui dominant est relativement récent à l'échelle des millénaires. Donc ça, il faut déjà le savoir. Jusqu'à il y a très longtemps, on apprenait les uns des autres dans des interactions informelles. Et puis progressivement, au 19e siècle, on a créé un système très formel dans lequel on a voulu, quelque part, presque embrigader les enfants pour leur apprendre au son de la sonnerie, se mettre en rang et se préparer à ce qu'ils feraient à l'armée ou dans l'usine. Aujourd'hui, on est dans un monde très différent.
différent. On a besoin, au lieu de cette transmission verticale très hiérarchique, on a besoin d'apprendre à coopérer. On a besoin d'apprendre à être des êtres humains. On a besoin d'apprendre à faire des choses que les machines ne savent pas faire. Et donc, on a besoin de développer tout un tas de capacités spécifiquement humaines, comme la capacité à coopérer, la capacité à l'empathie, la capacité à l'esprit critique, la capacité à la créativité, la capacité à la curiosité, à cette réinvention de soi, la capacité à se trouver soi-même, à se connaître soi-même. Alors, vous avez une formation en biologie, ce qui m'a beaucoup étonnée avec ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez votre thèse a porté sur la génétique moléculaire. Qu'est-ce que la molécule vous a appris sur notre fonctionnement à nous, humains ? Bien, le vivant et les molécules, c'est des systèmes qui sont auto-organisés et qui évoluent de manière absolument non hiérarchique. Et néanmoins, ça permet une résilience, ça permet une évolution, ça permet même une évolvabilité, c'est-à-dire une capacité à faire évoluer sa capacité à évoluer en fonction des changements de l'environnement. Et donc ça, je pense qu'on peut beaucoup apprendre. Par exemple, même les bactéries, elles coopèrent, elles échangent de l'information sur comment coopérer, et elles sont capables de résoudre des défis incroyables en collaborant avec jusqu'à 1000 espèces différentes. Donc cette capacité à collaborer pour résoudre des défis, on en a bien besoin, et on a besoin de s'inspirer du vivant. Et donc finalement, je suis à la fois un peu biologiste, un peu ingénieur, et je me sers de ces différentes dimensions pour essayer de mieux comprendre comment on peut s'auto-organiser de manière non hiérarchique pour essayer de faire face à nos défis à nous. Merci François Tadei d'avoir été notre invité. Merci à vous.